l'orifice naturel ou sur le scalp. Donc, les lésions siègent préférentiellement sur le visage, le cou, les mains et au niveau des extrémités. La transmission, elle est directe, parfois manuportée, conduisant à l'extension de l'infection chez un même patient. Donc, et cela par le biais de l'auto-inoculation ou de la contagion entre enfants. Toujours dans les arguments cliniques, on peut trouver une adénite de voisinage, mais il n'y a pas de fièvre. L'ectyma est un impétigo creusant qui se traduit par une ulcération plus ou moins coûteuse, dont nous allons voir plus en détail dans les diapos à venir. Et l'impétiginisation est un impétigo secondaire à la surinfection d'une dermatose primitive qui est souvent prurigineuse par le biais. Et cela peut se traduire par les piqûres d'insectes, les plaies post-traumatiques, l'eczéma et la gale. Dans le plan paraclinique, pas de prélèvement bactériologique nécessaire. Donc, et si un prélèvement bactériologique est fait, on a la mise en évidence d'un streptocoque le plus souvent du groupe A et ou un staphylocoque doré. Donc, ici, à la figure 3, nous avons l'image diapo. Donc, l'ectyma, il s'agit d'une forme profonde d'impétigo qui évolue vers une ulcération. La lésion initiale est une vésicule ou une pustule sur une base inflammatoire sous-jacente qui évolue vers une ulcération profonde avec une croûte gris-jaune, plus épaisse que dans l'impétigo. Les bordures de l'ulcération sont surélevées. Il guérit en laissant une cicatrice. Donc, il siège principalement au niveau des extrémités et peut s'accompagner d'adénopathie, de lymphangite ou de dermohypodermite associée. Il est favorisé par l'immunodépression, l'humidité, une hygiène défectueuse. Donc, ici, en image, déjà, il peut aussi être l'évolution d'un simple impétigo qui n'a pas été traité. Donc, le germe responsable est le streptocoque ou le staphylocoque qui est mis en évidence lors d'une culture de prélèvement sur la lésion. Ici, en image, nous avons un impétigo, comme nous l'avons dit tantôt, qu'il peut y avoir une ulcération et après guérison, il y a toujours une cicatrice. Nous avons également des lésions à type d'anite et de vulvite. L'anite touche le plus souvent le garçon, classiquement autour de 5 ans. Il existe une distribution saisonnière plutôt en hiver. Elle se manifeste par un aspect inflammatoire et comme nous l'avons dit dans la diapo. Le diagnostic repose sur un écouvillonnage à la marge anale, si c'est dans le cas d'une anite, dont la culture peut mettre en évidence un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Le staphylocoque est également responsable de tableaux similaires. Ici, en image, nous avons une vulvite streptococque chez jeune fillette. Nous avons également des lésions à type de furoncle. Et dans les furoncles, nous avons plusieurs types. D'abord, nous avons les folliculites. À titre d'argument clinique, il s'agit d'une infection superficielle d'un ou de plusieurs follicules pileux. Donc, l'ostéofolliculite est une inflammation limitée à l'ostéome folliculaire avec pustule très superficielle qui vite rompue. Dans les arguments paracliniques, il n'y a pas de prélèvement bactériologique nécessaire et même s'il est fait, ici, nous avons en image à la figure 6 une folliculite profonde multiple. Le furoncle.
Donc, à titre d'argument clinique, le furon correspond à une nécrose totale du follicule pilosébacé et du germe avoisinant. Du derme avoisinant, j'allais dire. Il est secondaire à une folliculite et dû à la sécrétion d'une toxine nécrosante et de staphylocoque doré. Il se manifeste par un nodule inflammatoire douloureux qui évolue en quelques jours vers une suppuration, avec évacuation spontanée de pluie correspondant au follicule nécrotique. Il laisse une cicatrice déprimée et la localisation le plus souvent peut être au niveau du dos, des fesses et au niveau des différentes jambes. Donc, le furoncle, toujours, argument clinique, il faut savoir qu'on peut avoir des formes compliquées et ces formes compliquées peuvent se traduire en plusieurs furoncles groupés constituant un anthrax. Il s'agit d'une infection profonde et confluente de plusieurs follicules pilosébacés adjacents, donc responsable d'un placard inflammatoire suppurant à la peau par des ostiomes folliculaires. Il est parfois fébrile. Donc, la multiplication des lésions aussi de type dermo-hypodermique périlésionnelle, absédation secondaire et de fièvre. Ce sont entre autres des formes compliquées de furoncle. Dans les arguments cliniques toujours, les furoncles à risque de complications, chez un enfant par exemple dont l'âge est inférieur à 1 an, ou un enfant qui présente des comorbidités, ou un enfant chez qui le drainage est difficile, et où la localisation des différents furoncles, au niveau par exemple de la face, le plus souvent, ça peut être au niveau de la partie médiane du visage. Il y a un risque d'extension vers une infection sévère, dont une thrombophlébite du sinus caverneux. Donc, entre autres, ce sont des furoncles appelés à risque de complications. À la paraclinique, le prélèvement bactériologique, il est inutile si le furoncle est isolé, mais utile avant l'antibiothérapie si le furoncle est compliqué ou présente les formes compliquées que nous avons élucidées un peu plus haut ou à risque de complications. Donc, les furonculoses, à titre d'argument clinique, il faut savoir que la furonculose est définie par la récidive de poussée de furon. Elle est fréquente chez l'adolescent et peut être responsable d'un retentissement psychologique important. Dans les arguments paracliniques, les prélèvements bactériologiques sont inutiles. L'échuvillonnage du ou des furoncles est utile, j'allais dire. Les prélèvements bactériologiques sont utiles. Donc, à titre de prélèvement, on peut faire un écouvillonnage au niveau justement des furoncles ou un prélèvement nasal au niveau des deux narines à la recherche d'un portage, un prélèvement du périnée en cas de furonculose des fesses ou des membres inférieurs. Après les furoncles, nous allons parler des dermo-hypodermites bactériennes non compliquées. Ce sont des infections bactériennes aiguës de la peau et du tissu sous-cutané, habituellement caractérisées par un œdème, une augmentation de la chaleur locale, un érythème et une induration douloureuse de la peau, le plus souvent associée à de la fièvre. Elles sont rarement multifocales ou bilatérales. Dans les arguments cliniques, l'examen clinique recherche une porte d'entrée cutanée et cela peut être une plaie cutanée, un intertrigo, une brûlure, une piqûre d'insecte, une varicelle et une lymphangite associée. Toujours dans les arguments cliniques, il faut savoir de nombreuses entités cliniques à titre urticaire, de dermatite allergique de contact, de cellulite amicrobienne consécutive à une piqûre d'insecte peuvent revêtir des tableaux cliniques proches de ceux des dermo-hypodermites bactériennes. Ces tableaux sont à leur différence ni fébriles ni douloureux. Les dermo-hypodermites bactériennes compliquées, elles regroupent les dermo-hypodermites bactériennes non nécrosantes avec choc septique et ou toxinique, les dermo-hypodermites nécrosantes et les fasciites nécrosantes. Donc, le choc toxinique est classiquement associé aux infections invasives liées au streptocoque du groupe A, qui est producteur de toxines, mais il peut également être lié à une infection, à Streptococcus aureus. Le tableau clinique du choc toxinique à streptocoque associe une fièvre à un rash scarlatiniforme à titre d'exanthème sans intervalle de peau saine, avec une progression rapide vers le choc.
souvent chaud et vasoplégique, et une défaillance